Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Jérôme Cahuzac, président socialiste de la Commission des finances de l'Assemblée. Jérôme Cahuzac, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ici. Je vous en prie. François Hollande était l'invité de l'Association de la presse parlementaire ce midi et il a expliqué que le 21 avril 2002 n'était pas un accident, c'était la résultante de la dispersion de la gauche et de la faiblesse du PS. Il a dit aussi que cette éventualité pouvait se reproduire si le candidat du PS ne réussissait pas à s'imposer comme la force d'alternance et si les gauches étaient présentes de manière désordonnée. Est-ce qu'il a raison? Il y a un consensus sur ce constat, me semble-t-il. Oui, mais alors à quoi servent les primaires dès lors qu'elles n'empêchent pas la multiplication des candidatures à gauche? C'est une question qu'il faut poser à ceux qui les ont promues. Vous étiez contre, je crois, vous aviez des réticences. Est-ce que vos appréhensions, ou en tout cas vos critiques, sont vérifiées? On verra quand elles auront lieu, si elles ont lieu. Vous pensez encore qu'elles peuvent ne pas avoir lieu? Non, je n'ai pas d'opinion et comme président de la Commission des finances, je me garderais bien d'avoir un avis là-dessus d'ailleurs. Vous êtes aussi membre du Parti socialiste? Oui, écoutez, voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais. Et ce qui, à mon avis, est également l'avis d'une très grande majorité de militants. Les choses ont été décidées. Nous verrons bien comment elles s'organisent. Un calendrier a été fixé. Tenons-nous à ce calendrier. Et toute spéculation au-delà de cela ne me paraît pas d'un intérêt insensé. La progression de François Hollande dans les sondages, que vous inspire-t-elle? Le témoignage de sa part d'un travail de fond qu'il est en train de réaliser et la reconnaissance d'un rôle qu'il a joué pendant longtemps à la tête du Parti socialiste. Et c'est un rôle passé ou c'est le rôle nouveau qu'il prend, la liberté de ton qui est nouvelle chez lui, puisqu'il n'est plus tenu à être le fédérateur en tant que premier secrétaire du PS? On a quand même l'impression d'une voix qui se distingue des autres. Écoutez, c'est votre jugement, il me fait plutôt plaisir pour lui. Je n'ai pas de compétences particulières pour apprécier ce type de phénomène politique ou médiatique. Je crois qu'il y a de bien meilleurs spécialistes que moi au Parti socialiste pour commenter cela. Vous soutenez Dominique Strauss-Kahn, en tout cas c'était le cas il y a encore quelques semaines, c'est toujours le cas? Je le soutiens comme je le soutenais il y a quelques semaines, de façon hypothétique, dans la mesure où il ne pourrait être soutenu que dans l'hypothèse où il serait candidat. Justement, est-ce qu'il peut attendre, est-ce que le PS peut attendre jusqu'à juin, voire jusqu'à juillet, puisque c'est la date limite de dépôt des candidatures, pour savoir s'il se présentera ou non? Un calendrier est fixé, il s'applique à lui comme aux autres. Et est-ce que vous avez peur du décrochage automatique que lui prédisent beaucoup dès lors qu'il rentrera dans l'atmosphère politique française? J'avoue n'avoir jamais réfléchi à ces spéculations. Vous n'avez aucun sentiment sur la façon dont les Français pourraient accueillir son retour dans le débat, son départ d'une instance qu'il protégeait, puisqu'il lui est absolument interdit de traiter des sujets franco-français? C'est très difficile de commenter des faits qui ne se sont pas produits. Bon, d'accord. François Hollande a aussi souhaité que tous les candidats de gauche disent avant la présidentielle s'ils sont prêts à participer ou pas à un gouvernement. Olivier Besancenot a déjà dit qu'il ne fallait pas compter sur lui. Est-ce que vous attendez pour la clarification de ce que propose le PS et de ce que proposent les candidats de gauche en général, que Jean-Luc Mélenchon se prononce à son tour? Jean-Luc Mélenchon devra clarifier sa position et éviter peut-être de donner l'impression qu'il n'a qu'un adversaire, qui n'est pas Nicolas Sarkozy, mais peut-être le candidat du Parti socialiste. D'autant que le parti qu'il a fondé et qu'il dirige a passé des accords électoraux avec le Parti socialiste. Il me paraît difficile, d'un côté, de passer des accords électoraux avec un parti, et de l'autre, de donner l'impression de tirer à boulet rouge sur le candidat que ce parti aurait choisi. Il me semble que la cohérence suppose de ne pas se comporter ainsi, mais c'est davantage à lui peut-être qu'il faudrait poser la question. Mais est-ce que vous, en tant que socialiste, ça vous paraît souhaitable que le PS trouve un terrain d'entente pour une éventuelle alliance de gouvernement avec le parti de Jean-Luc Mélenchon? Il faudrait pour cela que Jean-Luc Mélenchon veuille gouverner. Je ne sais pas ce que sont ses intentions. Oui, il a en tout cas lancé plusieurs propositions, notamment économiques et financières. Globalement, elles vous paraissent pertinentes? Écoutez, je vais vous faire un aveu. Vous m'interrogez sur des propositions que je confesse ne pas avoir lues. Et donc je me garderai bien de porter le moindre jugement. J'ai été trop occupé à regarder ce qu'il en était des propositions du président de la République, Nicolas Sarkozy, au moment où il s'apprête à présider le G20. Et d'ailleurs, il me semble que dans les temps que nous vivons, ces propositions-là devraient peut-être faire réfléchir nos concitoyens davantage que des propositions éventuellement spéculatives de tel ou tel, dont on ne sait d'ailleurs même pas encore
s'il sera candidat à l'élection présidentielle. Mais enfin, chacun son centre d'intérêt. Nicolas Sarkozy a notamment proposé l'idée d'une taxe sur les transactions financières. C'est un avatar de ce qu'on connaît sous le nom de taxe Tobin. Tobin lui-même a dit qu'il regrettait de l'avoir formulée, ou en tout cas qu'elle n'était pas destinée à aller au secours de finances publiques défaillantes. La Suède l'a appliquée dans les années 90 et y a renoncé. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? C'est une idée évidemment intéressante, dont je constate simplement que quand il était ministre de l'économie et des finances, Nicolas Sarkozy l'a toujours rejetée quand elle était proposée au Parlement, et dont je constate que le gouvernement qu'il a choisi persiste à la refuser quand les députés de l'opposition la proposent à l'Assemblée nationale ou les sénateurs au Sénat. Mais le fait que son auteur, donc Tobin, et que les expérimentations qui ont été menées se soient révélées non concluantes, ça ne vous trouble pas ? Alors je ne connais pas les expérimentations dont vous parlez. Suède. Pardon ? Ça s'est passé en Suède en 1990-91. Je n'ai pas le souvenir, en tout cas, des résultats de ce qui s'est passé là-bas, ni des conditions dans lesquelles cette taxe avait été instaurée. Ce que je constate simplement, c'est que le président de la République propose une taxation que, comme ministre, il a refusée et que son gouvernement refuse aujourd'hui en France. J'ignore ce que pourrait être la sincérité dont il fera preuve si d'aventure il la propose à ses collègues chefs d'État et de gouvernement qui risquent de lui faire remarquer qu'en France, lui, il a toujours refusé. Donc c'est une posture, c'est une manœuvre. C'est peut-être un mot un peu fort. Ça ne mérite pas qu'on s'y arrête sur le fond. C'est peut-être un peu fort comme jugement. En tout cas, les deux attitudes ne me paraissent pas cohérentes. Je dirais même qu'elles sont contradictoires. À propos de cohérence, Maurice Leroy, le ministre de la Ville, était à votre place hier et vous a posé une question. Je m'interroge si vous êtes vraiment bien dans ce parti socialiste-là qui court après Jean-Luc Mélenchon, après avoir couru après Olivier Besancenot. Moi, je sais qu'on peut courir après Mélenchon ou Besancenot, on les rattrape jamais. Est-ce que vous vous sentez sincèrement bien dans ce parti socialiste-là qui dérive totalement à gauche ? Maurice Leroy aimerait que le Parti socialiste court après ceux qu'il a décrits. Pour ma part, en tout cas, je ne cours pas après. Mais il est vrai que Maurice Leroy est un homme d'expérience, car avant d'être un ministre du gouvernement de Nicolas Sarkozy, il occupait des responsabilités importantes au sein du Parti communiste. Donc c'est un homme qui, effectivement, a l'habitude de faire du chemin. J'ignore s'il l'a fait dans son histoire personnelle, en courant ou en marchant. Pour ma part, je me garderais bien d'une évolution de cette nature. En tout cas, on peut lui reconnaître que quand il change d'opinion, il change de parti en même temps. Quand il parle de... On peut reconnaître qu'effectivement, quand il change vraiment. C'est peut-être pour cela qu'il s'interroge sur la capacité de changement des autres. Quand il parle de la course à gauche toute, il pense notamment, j'imagine, à l'idée de Ségolène Royal qui veut interdire les licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices. Benoît Hamon a approuvé cette idée. C'est une vieille idée à gauche qu'on voit ressurgir périodiquement. Est-ce que c'est une idée pertinente ? Je ne crois pas que le Parti socialiste ait retenu cette idée. Je pense que le Parti socialiste a bien fait. Il est juste porte-parole, mais... Écoutez, vous lui poserez la question, vous lui demanderez de se justifier. Il a bien fait ? Qui ? Dans le Parti socialiste, il a bien fait de ne pas la retenir. Je ne suggérerais pas au Parti socialiste de retenir cette idée si j'étais consulté pour une réflexion programmatique. Et faut-il mettre les banques sous tutelle pour qu'une partie de leurs profits servent à rembourser la dette publique, comme le suggère Arnaud Montebourg ? Je crois qu'une occasion historique a été manquée au moment de la crise, quand les banques avaient besoin de la puissance publique et d'ailleurs des deniers publics. Je pense que l'État aurait dû rentrer au capital de ces banques, ce qui d'ailleurs s'est passé en Grande-Bretagne, car à ce moment-là, le rétablissement de la situation de ces établissements bancaires et financiers aurait profité aussi aux contribuables et pas uniquement aux actionnaires et à certains de ces dirigeants, puisque, peut-être l'avez-vous noté, en 2010, les banques ont distribué autant de milliards de bonus qu'en 2007, c'est-à-dire avant la crise. Et donc l'impression est forte, en ayant manqué cette occasion, je crois, historique, de changer vraiment les choses, car tout semble avoir recommencé comme avant. Mais pas en Grande-Bretagne, ni dans le monde anglo-saxon en général ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce dont vous nous parlez, c'est-à-dire l'explosion des bénéfices et le bien-être bancaire... L'État, pour éviter de parler de façon trop générale et peut-être plus précise, en Grande-Bretagne, l'État est rentré à hauteur de 80%.
au capital, je crois que c'est le chiffre, Oui, mais de la Royal Bank of Scotland. Et c'est précisément parce que l'État est rentré à ce niveau-là et que donc il est présent au conseil d'administration que si les bonus n'ont pas été interdits, en revanche, je n'ai pas vu qu'en Grande-Bretagne, contrairement à la France, les bonus avaient atteint en 2010 le même niveau qu'avant la crise. Donc je pense qu'une occasion historique a été manquée. Quand elle a mis sous tutelle, le terme est très fort, c'est un terme de juriste, ce n'est pas un terme de financier ou d'économiste. Il faut une raison pour mettre sous tutelle, ou bien les banques sont administrées comme une entreprise avec un capital détenu par des investisseurs privés, ou bien les nationaliser. Donc j'ignore si Arnaud Montebourg imagine une troisième solution, mais c'est peut-être davantage à lui qu'il faudrait le demander qu'à moi. Il a répondu à la question, il a dit que ce ne sera pas une nationalisation puisque les propriétaires ne seront pas dédommagés. Ce sera plus une réquisition. Ça se heurte à quelques difficultés de nature juridique et notamment constitutionnelle, mais comme il est juriste, il le sait sûrement. Et de nature démocratique également, au passage. Ça, si le Parlement décide quelque chose, on peut contester sur le plan constitutionnel une décision du Parlement, mais pas lui dénier une éventuelle qualité démocratique. Pour ma part, je me contenterai d'y voir de vraies difficultés constitutionnelles dont je vois mal comment elles pourraient être levées. Très bien, Jérôme Cahuzac, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir et à demain pour un nouveau Talk Orange Le Figaro.